Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cryptoactifs, de risques. Je dis pas, on parle de cryptoactifs, hein, on ne parle pas de la dégringolade des bitcoins récemment, des opportunités et des enjeux pour les actuaires. Alors, on en parle depuis une quinzaine d'années, mais quelque part aujourd'hui, on a encore des cas d'usage d'assurance très limités. Et donc, est-ce qu'on peut payer avec des cryptos? Est-ce qu'on peut valoriser les jetons? Et dans quelle mesure les cryptos, ça compléterait un univers d'investissement d'entités régulées comme des assureurs? Et donc, Pierre-Charles va un peu nous proposer une typologie simple, des exemples précis sur ces sujets-là, notamment dans le domaine des paiements, de la gestion d'actifs et des services dans les nuages. Pierre-Charles, the floor is yours. Merci Nicolas, merci de m'accueillir ce soir et de m'écouter. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en fait, je suis prof d'économie à Panthéon-Sorbonne et j'ai trois amours, mon pays, Paris et l'Institut des actuaires. Alors, non, peut-être. En fait, je vais avoir trois biais ce soir. La langue française, je vais essayer de parler qu'en français. Les paiements, ça va être mon angle sur les cryptos, mais j'ai un peu un passé dans les paiements parce que j'ai été opérateur de paiement. Et l'assurance, quand même, un petit peu, en particulier parce que j'ai lancé à cette rentrée, en rentrant donc, de mes opérations de paiement, un master d'assurance à Paris 1. Et donc, je vais commencer par une digression, puisque je cherche des profs, pardon, je cherche des enseignants. En particulier, donc j'ai des apprenants qui sont en deuxième année de master, qui ont en deuxième année de master d'économie, ils ont déjà appris plein de choses et sur l'économie et sur l'assurance. Et j'ai essayé de débaucher quelqu'un de chez vous, qui est Gilles Bénéplan, qui fait un cours de modèles économiques des entreprises d'assurance à l'École nationale d'assurance, en me disant qu'il aurait peut-être le temps de le répliquer un peu plus loin, et en fait, il n'a pas le temps. Par modèles économiques de l'assurance, j'entends quelque chose qui permet enfin, qui met la cerise sur le gâteau de tout ce qu'ils ont appris depuis le début, et qui permet aux étudiants de comprendre comment est-ce que on fait un compte de résultat à la fin de l'année et comment est-ce que on optimise la valeur de l'entreprise à l'horizon de 5 ou 10 ans. Alors, si vous avez un cours de 36 heures structuré, je suis preneur. Si vous avez une demi-journée où vous voulez expliquer à des jeunes gens et à des jeunes femmes plein d'avenir et très intéressant, comment est-ce qu'on gère la performance, comment est-ce que on évalue des entreprises d'assurance, ça m'intéresse. Et donc, n'hésitez pas à faire acte de candidature. Voilà, et puis j'ai un autre sujet probablement un peu hors sujet ici, mais après tout, si vous avez des amis souscripteurs construction ou aviation qui ont envie d'enseigner, euh, et s'ils s'ouvrent à vous de ce désir, de manière insistante, il ne faut pas hésiter à me les envoyer. Voilà, merci. Bon, alors maintenant, je vais peut-être euh, attaquer le sujet. Euh, bon, les cryptos, on connaît déjà, puisque comme l'a dit Nicolas, ça fait 15 ans qu'on nous bassine avec ce truc-là. Et puis, on voit aucun cas d'usage dans l'assurance. Fizzy, vous vous souvenez, c'était un. Alors, je vais le dire une fois, smart contract. Puis après, je vais utiliser le synonyme recommandé par l'administration. Donc, c'est un automate exécuteur de clauses euh, qui a été lancé par AXA en 2017 et arrêté en 2019. Et puis, le secteur avait lancé je ne sais plus, c'était Blockchain Insurance Initiative. Il y avait un troisième I dont je ne sais plus ce qu'il voulait dire. Ça a été lancé en 2018 et puis ça a été fermé pendant l'hiver crypto entre la déconfiture de Celsius et la faillite de FTX. Et donc, il n'y a plus d'initiative à l'échelle du secteur. Et donc, en fait, il y a plus vraiment de cas d'usage visible. Mais pour autant, les chaînes de blocs à preuve de travail comme Bitcoin, c'est une affaire en soi. Mais les chaînes de blocs à preuve par l'enjeu, je vais expliquer dans 2 minutes pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, se sont quand même beaucoup développées depuis 3-4 ans. Euh, à la fois à travers la finance décentralisée, à travers les jetons de monnaie électronique, les stablecoins, et puis à travers une espèce d'horizon de titrisation en jetons universels de tous les actifs financiers. Ça devient difficile d'ignorer ce truc-là, mais je ne veux pas reproduire le- 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 les panneaux publicitaires qu'on a eus pour les chaînes de blocs il y a 15 ans. Je, je voudrais simplement vous inviter en fait à porter un regard un peu différent, y compris sur l'histoire des 15 dernières années, en vous disant que la plupart des discours que vous avez entendus sur les chaînes de blocs et sur les cryptos n'étaient pas tellement adressés aux Européens,
ils avaient surtout du sens dans un contexte américain où les infrastructures financières sont relativement vétustes, en particulier les infrastructures de paiement, et où de fait, il y a un potentiel de disruption et de progrès euh, et de renouvellement des infrastructures de paiement. Et c'est probablement ce qui est en jeu dans le développement très rapide des jetons de monnaie électronique. Si on regarde d'ailleurs l'histoire des quelques dernières années, en 2021, la valorisation, la capitalisation boursière des entreprises de paiement américaines, alors PayPal, etc., PayPal, Visa, Mastercard, mais aussi les trucs plus émergents comme Stripe. Et si on laisse même de côté la partie paiement d'Apple et de Google, c'était autant que la capitalisation boursière de toutes les banques commerciales. Aujourd'hui, ça a baissé et ça a baissé simplement parce que la valeur a été aspirée par les entreprises de stablecoins, hein, comme Tether. Alors, qui ne sont pas cotés en bourse, mais qui font l'objet enfin, qui attirent les investisseurs potentiels. Et donc, c'est un peu de ça que je voudrais vous parler. Donc, pour vous proposer un regard nouveau, bah, je vais commencer par une typologie qui repose sur deux distinctions. D'abord, une distinction entre les jetons en soi, les jetons pour soi, c'est-à-dire ceux dont la valeur vient d'eux-mêmes, et puis les jetons qui sont des jetons se référant à un autre actif, comme on dit dans le règlement MiCA. Alors, les jetons se référant à un autre actif, bah, c'est les tokens qui servent à tokeniser. Comme l'Académie française n'a pas voulu entendre parler de jetoniser, on dit titrisation en jetons. Donc, on peut titriser en jetons des objets d'art, ça a été l'histoire des NFT. D'accord? Excuse-moi, c'est l'Académie française dans son dictionnaire s'est posé la question quand même. Alors, en fait, l'Académie française, elle intervient dans le dispositif d'enrichissement de la langue française qui émet des avis au journal officiel. Voilà. Et donc, il se trouve que sur la traduction de tokenization par titrisation en jetons, votre serviteur avait été consulté. D'accord. J'avais expliqué pourquoi jetonisation, c'était bien. Et il y avait un académicien qui m'avait répondu, trouver autre chose. Voilà. Donc, on avait proposé titrisation en jetons et ça a été publié au journal officiel. Bravo. Euh, et donc, vous avez vu les NFT que l'Académie française appelle jetons identifiants. Vous avez vu les jetons de monnaie électronique, sont les stablecoins. Et puis maintenant, il commence à y avoir des money market mutual funds qui sont titrisés aussi en jetons et qui sont même dans le métro. C'est le cas de Spyco, vous avez peut-être vu ça. Euh, bon, enfin, et puis il y a un potentiel de titrisation évidemment de tous les actifs financiers. Il y a un rapport d'IOSCO de décembre sur le sujet. Bon, donc. On a des jetons qui ont une valeur en eux-mêmes et puis des jetons de titrisation. Et dans les jetons qui ont une valeur en eux-mêmes, on a deux catégories. On a des jetons qu'on va appeler inertes, enfin, qui sont programmables éventuellement, mais faiblement programmables. C'était Bitcoin et puis tous les jetons alternatifs. Et puis des jetons qui sont programmables avec des langages de programmation Turing complet et où il y a une machine virtuelle qui permet d'exécuter du code. Ça, c'est ce qu'on appelle les jetons d'infrastructure. Et dans les jetons d'infrastructure, il y a Ethereum, dont vous avez tous entendu parler. Euh, et puis, il y en a beaucoup d'autres, et en particulier, maintenant, il y a Tron et Solana qui fournissent des infrastructures. Et pourquoi est-ce que c'est des infrastructures? Parce que c'est des infrastructures sur lesquelles on peut émettre des jetons qui n'ont pas de chaîne de blocs en soi. Et justement, tous les jetons qui servent à titriser, tous les jetons qui servent à la tokenisation, en fait, c'est des jetons qui sont émis sur les chaînes d'infrastructure. Voilà, donc, on a besoin des chaînes d'infrastructure pour émettre les jetons de titrisation. Du coup, cette typologie, elle a d'abord un sens technique, c'est-à-dire que, en fait, les premiers jetons, comme Bitcoin, c'était des jetons qui étaient des jetons natifs d'une chaîne de blocs qui leur était propre, qui était une chaîne de blocs à preuve de travail, donc qui consommait des ressources. Et puis, alors c'était le cas d'Ethereum au début, mais en 2022, Ethereum est passé à la preuve par l'enjeu, ce qui a permis de diminuer la consommation énergétique et de réserver justement cette consommation énergétique à une puissance de calcul qui était mise à disposition des utilisateurs, qui sert soit à instancier des jetons, par exemple les jetons se référant à un autre actif, soit à produire des services dont on va parler un peu plus loin. Voilà. Pierre-Charles, hein, Oui. est-ce que tu peux juste décrire en deux mots la différence entre la version initiale pour l'épreuve et ensuite la nouvelle par enjeu? Est-ce que ça change en termes de technique, mais en... Voilà. Alors, la preuve de travail, concrètement, c'est ce qui va sécuriser la chaîne de blocs et ce qui va donner à quelqu'un le droit d'écrire, c'est qu'il résout par force brute une énigme mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer des nombres au hasard jusqu'à résoudre, enfin, jusqu'à satisfaire une condition. Et donc, en fait, c'est le temps de calcul qui sécurise la chaîne
parce que c'est après un certain temps de calcul qu'on a le droit d'écrire. Alors que dans la preuve par l'enjeu, en fait, les participants qui désirent obtenir le droit d'écrire, et donc pas seulement copier la chaîne puisqu'elle est publique, mais qui désirent obtenir le droit d'écrire dans la chaîne, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en jeu, hein, en stake, des jetons, et la probabilité qu'ils obtiennent le droit d'écrire va dépendre du nombre de jetons qu'ils vont consigner dans la procédure justement d'attribution du droit d'écriture. Donc, la procédure de preuve de travail, c'est une procédure où on consomme une grande puissance de calcul pour sécuriser la chaîne de blocs. C'est pour ça que Bitcoin est très énergivore, alors que la procédure de preuve par l'enjeu, c'est plus une procédure ouverte où enfin, c'est une procédure ouverte où chacun peut participer à un tour d'enchère pour avoir le droit d'écrire, mais où en fait, c'est en fonction des sommes que vous mettez en jeu que vous allez avoir une probabilité plus élevée de, d'avoir le droit d'écrire. Et donc, ce mode de fonctionnement a tendance à constituer des intermédiaires qui vont être des acteurs plus importants que les autres. Voilà. D'accord, et c'est Est-ce qu'on plus a ouvert. perdu en sécurité? Est-ce qu'on a perdu en sécurité en changeant de mode? Alors, oui et non, mon capitaine, parce que, en fait, le problème de la preuve de travail, c'est qu'il faut avoir beaucoup de puissance de calcul, mais comme il y a plusieurs chaînes à preuve de travail, la capacité de calcul, la capacité de calcul potentielle, elle est divisée entre ces chaînes. Donc, Bitcoin est très sécurisé parce que c'est là qu'il y a le plus de puissance, mais il y a des petites chaînes qu'on a appelées des shitcoins qui ont été attaquées, justement parce qu'il y avait peu de puissance de calcul pour les maintenir. En fait, les chaînes à preuve par l'enjeu, c'est tout simplement des bases de données qui ne sont pas administrées de manière centralisée comme les bases de données traditionnelles, mais c'est des bases de données où le droit d'écrire dans la base est mis aux enchères à chaque tour. Voilà. Donc, alors, les enjeux en termes de sécurité, bah, pour l'instant, tout ce qu'on sait de la sécurité, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'attaques réussies contre Ethereum. Et puis, au fur et à mesure, Ethereum s'améliore et pour l'instant, ça a l'air assez résistant. Mais, c'est- mais en fait, euh, euh, bon, il y a beaucoup plus de publications sur la sécurité des chaînes à preuve de travail, parce que ça paraît plus intuitif. Mais enfin, il y a aussi eu des bugs des chaînes à preuve de travail. Voilà. Et donc, la sécurité, en revanche, des jetons se référant à un autre actif, elle est entièrement dépendante de la chaîne d'infrastructure sur laquelle ils sont émis. Hein, bon, donc cette typologie, elle permet d'abord de décrire les différences techniques. Elle permet aussi d'expliquer, enfin, elle permet aussi de rendre compte de la valorisation. Euh, alors, tout simplement parce que pour ce qui est des jetons se référant à un autre actif, on va pouvoir faire jouer un principe de transparence en disant que normalement la valeur des jetons, elle est déterminée par la valeur des actifs sous-jacents, modulo les risques que, que justement la chaîne d'infrastructure ou son mode de commercialisation, etc., fait courir sur le jeton. Et puis éventuellement, modulo les avantages que ça peut apporter par rapport à d'autres formes de négociation de cet actif. Bon, mais pour les autres chaînes, la valorisation, on en parlera plus tard, mais bon, il faut se demander quand même à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on valorise. Hein. Parce que autant pour les jetons qui se réfèrent à un autre actif, bah, ce qu'on valorise concrètement, c'est la propriété de l'actif. Autant pour ces jetons en soi, ce qu'on valorise ne va pas complètement de soi. Alors la typologie, elle a aussi du sens du point de vue des usages. Euh, alors pour ce qui est des jetons, donc parmi les jetons en soi, les chaînes d'infrastructure, elles proposent des services d'infrastructure. Le premier dont on parle, c'est l'instanciation de jetons qui servent à titriser, ça d'accord. Euh, enfin, à la fin de l'exposé, je vais parler des autres usages potentiels avec justement en posant la question de comment est-ce qu'on les évalue. Et pour ce qui est des jetons inertes, comme Bitcoin, qu'est-ce que c'est l'usage de Bitcoin? Ben, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas les paiements, comme je vais essayer de vous le montrer. Bon, donc, pour ce qui est des jetons qui se réfèrent à un autre actif, l'usage qu'on peut en faire, concrètement, c'est titriser des actifs et les rendre plus liquides. Je ne sais pas si on dit les liquéfier, mais c'est l'idée. Hein. Puisque, en fait, non seulement on les transforme en jetons, mais on propose aussi un marché, qui est en plus un marché décentralisé, qui permet de les échanger. Alors, il se trouve que parmi ces actifs qu'on se propose de titriser, il y a la monnaie elle-même. Et donc, du coup, enfin, ces jetons de titrisation, quand ce qu'on titrise, c'est de la monnaie, donc sous forme de stablecoins ou de jetons de monnaie électronique dans le jargon MiCA, ben, on peut utiliser ces jetons pour opérer des paiements. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est intéressant de faire des paiements avec ces jetons en particulier? Alors, tant qu'à poser la question pour les jetons de monnaie électronique, on va poser pour tous les cryptos. Et
Et je vais raconter ce que je raconte depuis 10 ans, mais que personne n'a voulu entendre pendant un certain temps, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas payer avec Bitcoin? Alors, en fait, pourquoi on ne peut pas payer avec Bitcoin? C'est fastidieux parce qu'il faut examiner les différents cas. Bon, concrètement, on ne peut pas payer en point de vente parce que le délai de validation d'un bloc de la chaîne de blocs est long. D'autant plus que, puisque la chaîne de blocs est décentralisée, il ne suffit pas de valider un bloc, il faut être sûr que le bloc qui a été validé avec votre transaction, il est présent dans toute la chaîne de blocs et donc que tout le monde l'a recopié. Donc, en moyenne, il faudrait attendre que deux autres blocs soient dessus. Ce qui veut dire qu'en moyenne, il faut attendre 30 minutes. Bon, c'est évidemment pas compatible avec un service commercial normal. Si chaque client met 30 minutes à payer, on n'y arrive pas, du moins en point de vente. Alors là, les spécialistes du Bitcoin vont dire oui, mais il y a des applications spécifiques comme les Lightning Networks qui permettent d'accélérer. D'accord, mais ça, c'est pas inscrit dans la chaîne de blocs. Donc, c'est un autre sujet. Euh, donc, Bitcoin en point de vente, ça marche pas parce que c'est trop long. Ensuite, Bitcoin à distance, ça marche pas non plus. Pourquoi ça marche pas non plus? Pas parce que les méchants vendeurs veulent pas Bitcoin, mais parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle le droit de la consommation, qui fait que quand vous commandez un bien à distance, bah, vous avez le droit de le renvoyer pendant 15 jours. Ça, c'est le droit. Alors après, les vendeurs en ligne, ils peuvent vous consentir des délais plus longs, mais dans l'Union européenne, il y a une directive. En Chine, il y a une loi. Aux États-Unis, ça dépend des États. Enfin, en gros, à peu près partout, vous avez 15 jours pour renvoyer votre truc. Du coup, si vous avez fait un paiement en Bitcoin, en fait, vous avez acquis une option d'achat sur Bitcoin dans la monnaie qui est celle dans laquelle vous avez acheté les bitcoins, et vous pouvez réactiver cette option d'achat si, par exemple, le cours du bitcoin monte. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les vendeurs en ligne n'acceptent pas bitcoin. C'est parce que s'ils sont obligés de rembourser bitcoin alors que bitcoin a monté de 50%, ils font une perte importante. Bon, alors évidemment, si bitcoin a perdu 50%, euh, bon, bref, mais ouais, en fait, il y a tout simplement un problème d'option d'achat cachée créé par le droit de la consommation qui fait que si on veut évaluer cette option d'achat avec du Black-Scholes standard compte tenu de la volatilité du Bitcoin, ben, cette option d'achat elle coûte 7% de la valeur de l'achat. Et il n'y a aucun système de paiement au monde qui coûte 7% de la valeur de l'achat. Donc, de fait, Bitcoin, c'est pas du tout compétitif, ni en point de vente, ni à distance, sauf, sauf si on ne peut pas faire jouer cette clause. Et donc la question se pose, pour quel type de paiement on ne fait pas jouer le droit de la consommation? Bah, pour les paiements entre particuliers. Et puis il y a trois catégories de services en ligne pour lesquels vous n'avez pas besoin, enfin pour lesquels cette clause ne s'applique pas. Alors ces services en ligne, c'est la vente de logiciels, les paris, et puis les services criminels. Et il se trouve que les services criminels, c'est le premier cas d'usage du Bitcoin documenté. Et là, je ne suis pas un méchant anti-Bitcoin. Vous regardez le rapport de Chain Analysis, le premier secteur d'activité qui facture et de manière, alors là, c'est-à-dire qu'on on voit où sont faits les paiements, c'est les logiciels rançonneurs. Nicolas. Tu as eu un cas récemment où, dans un entrepôt britannique, il y a eu un vol. Bon, les policiers y sont passés, ok, ça doit être des petits malfrats locaux. Et en pratique, c'était effectivement des malfrats, mais c'était des Starlink. Et en fait, il s'avère que ce sont un malfrat local qui a, qui a recruté deux, trois euh, locaux et lui-même avait été recruté par, alors, je ne sais plus si c'était par Telegram ou par Signal, et rémunéré en Bitcoin par les Russes. Et donc, c'est juste une illustration, mais il y a aussi cette logique de géopolitique, d'utilisation à titre criminel ou... Alors ça, l'usage du Bitcoin pour les paiements criminels, enfin l'usage des cryptos en général pour les paiements criminels, de manière, alors, documenté de manière épisodique, ça c'est un feuilleton. J'en ai fait un premier épisode sur la conversation. Euh, euh, enfin, ce qu'on peut même montrer, c'est qu'il y a des activités criminelles qui n'existent que grâce aux cryptos. Hein, c'est-à-dire typiquement les logiciels rançonneurs, avant qu'on passe aux cryptos, c'était de l'artisanat, parce qu'en utilisant des cartes prépayées à 100 dollars ou à 100 euros, ça marche pas bien. Mais quand on peut payer en crypto, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux et ça fait 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires attesté. C'est-à-dire, Chainalysis, ils ont vérifié que chaque année, il y a 1 milliard de dollars qui arrivent sur des adresses qui sont celles des criminels. Hein, c'est pas on consolide des trucs, on additionne. Non, non, là, c'est voilà, c'est documenté comme ça. Bon, bref, on paye pas en Bitcoin. Alors, il y avait juste une astuce, c'est que jusqu'au 31 décembre 2024, comme les prestataires de services sur cryptoactifs n'avaient pas d'obligation anti-blanchiment en France,
au titre de la loi Pacte, ben, en fait, il y avait des cartes de paiement en Bitcoin qui permettaient d'utiliser des Bitcoins pour payer en euros. Mais ça ne marche plus depuis le 1er janvier 2025, puisque entrée en vigueur de MiCA. Et donc, les prestataires de services sur cryptoactifs sont astreints maintenant à une obligation de lutte anti-blanchiment, et donc on ne peut plus faire n'importe quoi. Et de toute façon, ces cartes de paiement soi-disant en Bitcoin, en fait, elles font les paiements en euros. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que on a un compte en Bitcoin auprès d'un custodian, pardon, d'un dépositaire, et on a un partenariat avec un opérateur de paiement, et l'opérateur de paiement, il fait le paiement en euros. Voilà. Bon, donc fin de la parenthèse, on ne paye pas en Bitcoin. Alors, est-ce qu'on peut payer en jetons d'infrastructure? Oui, ouais, enfin, si vous voulez, mais oui, le service essentiel que vous allez payer en jetons d'infrastructure, c'est le carburant qui permet d'utiliser la machine virtuelle de la chaîne d'infrastructure. Payer autre chose avec des jetons d'infrastructure, bah, techniquement, c'est possible, hein. C'est-à-dire que, typiquement, dans les protocoles de finance décentralisée, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais de toute façon, ça ne supplantera pas les usages monétaires des monnaies traditionnelles, ni même des jetons de monnaie électronique. Bon, alors pourquoi les jetons de monnaie électronique, ça a un rôle particulier? Ben, c'est un constat. C'est-à-dire que, concrètement, l'histoire a commencé en 2014 avec Tether. Bon, alors je ne vais pas me perdre dans l'histoire, je vais dire où on en est maintenant. Maintenant, on en est qu'on a entre 250 et 300 milliards de jetons de monnaie électronique qui sont émis. C'est Tether qui a entre la moitié et les deux tiers de l'émission. Le deuxième, c'est Circle qui émet un jeton qui est régulé, c'est-à-dire qui satisfait aux exigences réglementaires américaines de la loi Genius qui a été promulguée le 18 juillet dernier et du règlement MiCA. Et puis après, il y en a d'autres plus petits. Bon. Et ces trucs-là, alors techniquement, c'est quoi? C'est donc des jetons qui sont donc en fait émis et représentés sur des chaînes d'infrastructure, mais pas de manière unique. C'est-à-dire, si on prend Tether, par exemple, euh, à peu près la moitié des Tether, ils sont émis sur Tron. Une autre moitié, enfin un peu moins d'une autre moitié sont émis sur Ethereum. Il y en a aussi sur Polygon, il y en a aussi sur Solana, il y en a sur d'autres chaînes. D'accord? Donc concrètement, ils sont gérés via plusieurs chaînes d'infrastructure. Et l'idée essentielle de ces trucs-là, c'est qu'ils sont à parité avec une monnaie, et même pour plus de 99,5% avec le dollar. Et donc, on les utilise à la place du dollar. Alors, pourquoi est-ce qu'on les utilise à la place du dollar? Ben, il suffit de regarder le coût d'un virement en dollars pour comprendre, hein. C'est-à-dire que le coût du carburant pour faire un paiement en Tether représenté sur Polkadot, c'est 2 dixièmes de centimes de dollars. Et sur Solana aussi. Bon, sur Ethereum ou sur Tron, c'est plus cher si vous êtes sur la chaîne principale, mais si vous êtes à partir de la deuxième couche, c'est déjà beaucoup moins cher. Bon, bref, par rapport au coût d'un virement, oui. Excuse-moi, quand tu dis deuxième couche, tu peux repréciser Ouais. à quoi ça correspond, s'il te plaît? C'est-à-dire qu'en fait, il y a la chaîne principale, et l'inscription dans la chaîne principale, c'est long et coûteux. Et puis, il y a des layers, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes annexées dans lesquelles on met autre chose. Et donc, typiquement, alors, justement, l'un des sujets techniques qu'il y a, c'est que quand vous faites du stablecoin, est-ce que vous voulez qu'il soit inscrit dans une chaîne principale ou est-ce que vous vous contentez du fait qu'il soit inscrit en layer 2 où le niveau de sécurité n'est pas le même et le niveau de rapidité d'exécution non plus. Merci. Voilà. Euh, donc, potentiellement, c'est pas très cher. Alors, c'est toujours plus cher que les virements SEPA de l'Union européenne, parce que les virements SEPA, depuis l'entrée en vigueur du règlement 2024-886, c'est gratuit, hein. Mais en revanche, quand on regarde le prix des virements interbancaires aux États-Unis, c'est pas gratuit du tout. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure, en fait, tout ce qu'on a raconté sur les cryptos, ça se comprend dans le contexte américain. C'est-à-dire que tout ce qu'on a raconté sur le fait que les paiements en crypto, c'était intéressant, ça se comprend dans le contexte américain où faire un virement interbancaire aux États-Unis, ça coûte entre 20 et 30 dollars, hein, et ça prend 48 heures et on n'est pas sûr que l'argent arrive. Faire un virement holo, donc un virement semi-externe, ça coûte 45 dollars en moyenne. Bon, donc, évidemment, c'est pas les mêmes prix que les virements SEPA. Et évidemment, on comprend que les Américains aient envie d'économiser là-dessus. Et donc, la question immédiate qui se pose, c'est, mais est-ce que économiquement, c'est intéressant de faire des virements parce que là, on a juste le coût, quand on parle du coût en carburant pour utiliser la machine virtuelle, c'est le coût de base.
Mais est-ce que c'est seulement ça le coût? Oui. Est-ce que tu vas pas typiquement avoir des coûts complémentaires de conformité, de vérification? Alors, c'est encore pire si tu t'amuses à investir dans une start-up où en face, Revolut, par chat, va passer 20 minutes avec toi pour te dire, et là encore, c'est sans passer même par des cryptoactifs ou autres, hein. Tu es bien sûr que tu connais la personne, que c'est pas quelqu'un qui est de la fraude, que je te repose la question 3 fois, donne-moi tes credentials. Et donc, je ne me rends pas compte du coût que ça représente chez eux, mais et je ne sais pas si c'est une IA générative qui les aide pour ça, mais tu as quand même un coût supplémentaire potentiel de vérification, que ce n'est pas n'importe qui fait ça. Et parce qu'en plus, potentiellement, ça pourrait engager l'établissement. Alors, je vais y venir. Mais avant, quand même, j'ai une étape intermédiaire, si ça ne vous dérange pas. C'est que bon, ce qu'on voit quand même, c'est que avant d'aller regarder les coûts apparents et les coûts cachés, parce qu'il va falloir penser aux coûts cachés, si on regarde que les coûts apparents, ce qu'on voit quand même, c'est que concrètement, les jetons de monnaie électronique, ça va être intéressant dans les pays où les infrastructures de paiement sont pourries et où pour les virements internationaux. Et donc les pays où les infrastructures de paiement sont pourries, bah, c'est partout, sauf l'Union européenne, la Chine, le Brésil et l'Inde. Partout ailleurs, les infrastructures de paiement, il y en a peu ou pas. Alors j'exagère un peu, mais enfin en tout cas, c'est pas un sujet chez nous. C'est-à-dire que chez nous, payer en jetons de monnaie électronique, aucun intérêt. Aucun intérêt parce que de toute façon, ce qui est certain, c'est que quand vous payez par un virement SEPA, vous avez un service de vérification du bénéficiaire qui vous dit si effectivement vous envoyez l'argent à la bonne adresse. Si le service de vérification du bénéficiaire ne fonctionne pas, de toute façon, c'est pour la banque. Ou pardon. S'il ne fonctionne pas, c'est pour la banque. S'il fonctionne, qui vous dit oui et qu'il y a un problème, bah, c'est pour l'assurance de la banque. D'accord? Et s'il vous dit non et que vous y alliez quand même, c'est pour vous. Mais enfin, concrètement, sur des virements SEPA, vous êtes drôlement accompagné et drôlement sécurisé. Sur des virements stablecoin, rien du tout. Donc, aucun intérêt dans l'Union européenne. Mais en revanche, et aucun intérêt au Brésil où il y a Pix, aucun intérêt en Inde où il y a Youpi. euh, En Chine, il y aurait un intérêt qui serait d'échapper à la notation sociale et à la surveillance, mais ça, bon, c'est un autre sujet. D'accord? Bon, bon, en tout cas, on voit que ce dont on est en train de parler, c'est d'un usage pour les paiements en dehors de l'Union européenne. Et donc, de fait, les assureurs qui sont actifs uniquement dans l'Union, ça va être très indirect, le sujet pour eux. Voilà, bon alors, euh, un- parmi les questions qui se posent, il y a alors, ce qui est menacé, c'est de manière évidente le correspondant banking, pardon, l'activité de banque correspondante. Là, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont du souci à se faire. Et il est certain que les 120 milliards annuels de chiffre d'affaires de cette activité, de produits nets bancaires de cette activité vont fondre. Il y a un autre sujet, c'est la monnaie mobile. Parce que sur la monnaie mobile, les commissions sont quand même relativement élevées. Sur M-Pesa, par exemple, les commissions vont de 1,2% à 4,6%. Et donc, on voit quand même que potentiellement, les jetons de monnaie électronique, c'est beaucoup moins cher. Et donc, on va disrupter les disrupteurs. Et l'enjeu, quand je vous disais transformer les infrastructures de paiement aux États-Unis, mais il ne faut pas être naïf. L'enjeu pour les Américains, c'est d'aller bouffer tous les opérateurs de monnaie mobile. Et donc, de fait, le sujet stablecoin, même si on ne le voit pas dans l'Union européenne, il va arriver par nos clients à l'étranger. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des vrais cas d'usage? Parce que c'est bien joli de dire que c'est moins cher, mais c'est par là qu'il faut commencer vraiment. Oui, il y a des cas d'usage. Alors, en Turquie, alors je vous ai mis des liens soulignés pour que vous puissiez voir. En Turquie, parce que comme vous savez, il y a eu des petits problèmes d'inflation en Turquie et donc de parité. Donc, non seulement on utilise les jetons de monnaie électronique pour le blanchiment, bon, ce qui est classique, mais il y a vraiment des particuliers qui se sont mis à protéger leur épargne avec. En Argentine, l'usage est massif. Et c'est non seulement les particuliers, mais les PME aussi qui font. Et les pays les plus utilisateurs, outre la Turquie et l'Argentine, c'est la Bolivie, où il y a aussi une forte inflation, où y compris les commerces de détail se mettent à afficher les prix en Tether, le Nigeria, hein, et l'Iran. Bon, et puis bien sûr, l'éléphant dans la pièce, c'est la Russie. Vous avez vu, ils ont des jetons de monnaie électronique en roubles, en particulier à 7 à 5.
Et donc, enfin, il y a une décision de la commission qui, pour l'instant, est dans les tuyaux. C'est l'interdiction de faire commerce avec toutes les plateformes crypto qui ont un pied en Russie, à cause de l'utilisation de ces jetons de monnaie électronique par les Russes pour les paiements interentreprises. Donc, économiquement, c'est viable pour les entreprises de fonctionner avec ça dans certains contextes. Bon, mais évidemment, on se doute que si on ajoute les coûts de conformité, ça va plus être pareil. Alors, avant de regarder, on va quand même poser aussi une question macro. C'est-à-dire, quelle est la vraisemblance que ces usages attestés, mais pour l'instant minoritaires, acquièrent une surface significative? Bon, en fait, le sujet, comme je l'ai sous-entendu, c'est un sujet de dollarisation des économies émergentes. Il y a eu une poussée de dollarisation à la fin des années 90, et en particulier l'Équateur et le Salvador en 2005 ont abandonné leur monnaie et ont choisi de donner cours légal au dollar. C'était pour des raisons macro, c'est-à-dire c'était l'importation de crédibilité des politiques. En gros, c'était l'abandon de la politique monétaire et donc l'abandon de l'inflation. Bon. Mais aujourd'hui, si en plus des caractères de crédibilité du dollar, il y a avec une infrastructure de paiement qui fonctionne, qui est bon marché, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet en Amérique latine, bon, en Argentine et en Bolivie, on l'a déjà dit, mais il y a un vrai sujet au Liban ou en Syrie. Hein. Et quand, donc, au Liban, on sait que le secteur bancaire n'est pas dans un état absolument radieux, mais on sait que les Américains, maintenant, sont intéressés à y revenir. On voit aussi que les Américains s'intéressent à la Syrie. Comment est-ce qu'ils ne vont pas s'amuser à reconstituer un secteur bancaire en Syrie? Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Donc, pour extraire le pognon du pétrole syrien, on va faire comme les Russes font avec leur propre pétrole. Pourquoi est-ce qu'on ne le vendrait pas en stablecoins? Non, donc, je pense qu'il y a un sujet de dollarisation des économies émergentes parce que c'est un moyen pour les Américains enfin, de retrouver le privilège exorbitant du dollar en termes de capacité à projeter leurs services dans ces économies. Bon, alors, donc, dollarisation via les cryptos des économies émergentes. Oui, Nicolas. Excuse-moi, j'avais une question parce que aujourd'hui, tu as quand même la volonté de Trump, je ne suis pas un spécialiste, mais de faire baisser la valeur du dollar pour le rendre plus attractif. Et donc finalement, est-ce que c'est pas d'autres pays comme la Chine ou la Russie qui pourraient dire, bah, tiens, j'ai plutôt envie que venez chez moi, parce que moi, je suis un pays stable, je parle de la Chine peut-être plutôt que la Russie, Euh, et donc pour essayer de prendre un peu une part du gâteau dans ce contexte-là. Oui, oui, alors Xi Jinping a déclaré la semaine dernière justement qu'il était temps pour le renminbi de devenir une monnaie de réserve internationale. Une monnaie de réserve internationale, ce n'est pas une monnaie de paiement. Hein. Le- le- la question un peu compliquée, c'est dans quelle mesure est-ce que vous voulez que votre monnaie circule chez les étrangers, pas qu'elle soit gardée par la Banque centrale avec laquelle vous pouvez causer, mais que ça devienne une monnaie de paiement. Ça, je ne sais pas si les Chinois y sont prêts. La stabilité de la Russie, faut peut-être y regarder à deux fois quand même. Hein. Bon, D'accord, alors, oui. voilà. Je voulais simplement indiquer que les Américains ont manifestement une stratégie de développement de ce machin parce que pour eux, ça devient un moyen de projeter leur commerce et leurs services. Les Chinois y pensent certainement parce qu'ils ont eux aussi développé des infrastructures de paiement efficaces avec le yuan, ça fait pas de doute. Mais chez les Américains, ça me paraît transparent. Donc, il est vraisemblable que la dollarisation s'accélère dans certaines économies. En particulier celles où les infrastructures de paiement sont pas bonnes, le secteur financier n'est pas en bonne forme, et où de toute façon il n'y a déjà plus de politique monétaire indépendante. Bon. Alors, puisqu'il va y avoir des pays qui vont être dollarisés, de fait, il va y avoir une circulation de stablecoins et une demande de stablecoins, et donc peut-être des clients de compagnies d'assurance qui vont demander d'être payés en stablecoins. Est-ce que ça pose pas des risques de stabilité financière, des risques pour la transmission de la politique monétaire? Oui, ça pose des risques à partir du moment où vous adoptez les stablecoins. Ce ne sera pas le cas dans l'Union européenne, donc ça ne pose pas de risque chez nous. Mais de fait, ça posera des risques dans les pays qui vont adopter ce truc-là. C'est certain. Alors, je vous ai mis tous les derniers liens. Il y a un truc de la BRI du mois de juillet, justement, sur quel est l'effet d'une revente massive par les émetteurs de stablecoins des bons du Trésor américain qu'ils possèdent. Il y a des trucs du FMI sur les effets de la transmission de la politique monétaire, un truc de la Banque de France. Bon, enfin, bon, il y a plein d'études récentes là-dessus. Euh, Olivier aussi a parlé des problèmes d'évasion fiscale. C'est-à-dire que de fait, si des salariés se font payer en jetons de monnaie électronique,
on va avoir du mal à les imposer sur le revenu. Certes, mais de la même façon que la lutte contre le blanchiment, en fait, le cadre de l'OCDE, le cadre d'échange automatique d'informations, la convention qui est entrée en vigueur en 2016, euh, il y a un nouveau cadre qui en fait est en discussion depuis 2000, en voie d'adoption depuis 2023, qui prévoit de mettre aussi les cryptos dedans. Donc il va y avoir un échange automatique pour les cryptos donc ça veut dire que les prestataires de services sur cryptoactifs vont reporter aux autorités fiscales à partir de 2027 pour certains pays, 2028 pour les autres. Hein, donc, de fait, là, il y a un vrai sujet, y compris chez nous, mais il est intégré par les autorités. Bon, toutes les questions sur la souveraineté numérique, enfin la souveraineté et l'euro numérique, euh, je crois que les économistes qui sont partis dans ce truc-là se gourrent de combat et qu'ils confondent l'infrastructure de paiement avec le protocole de paiement. C'est-à-dire que l'infrastructure de paiement en euros, elle existe, c'est le virement SEPA. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas payer en virement SEPA en dehors de la zone euro. Enfin, si, vous pouvez au Royaume-Uni et dans l'espace économique européen. Mais vous ne pouvez pas payer en virement SEPA en dehors de la zone SEPA. Alors, donc le problème, le problème, il est là. C'est pas l'infrastructure, c'est le fait que le protocole n'est pas reconnu à l'extérieur. Et donc, un euro numérique de banque centrale ne changera rien du tout à ça. Et le sujet, c'est que les Européens aient d'autres protocoles de paiement que Visa et Mastercard et qu'ils fassent adopter leur protocole de paiement par des partenaires extra-européens. Voilà, donc, bon, mais je ferme la parenthèse. Alors, Euh, excuse-moi, oui, avant que enfin, je la rouvre un tout petit peu, parce oui. qu'aujourd'hui, on voit bien que sur la place, il y a bien des enjeux de souveraineté à tous les étages, et notamment sur nos systèmes informatiques qui sont grands ouverts potentiellement à d'autres acteurs extra-européens. Et donc, comment on les sécurise? Et donc, quelque part, c'est aussi un enjeu. Est-ce que tu crois que on n'a pas réussi pour l'instant sur le cloud, on n'a pas réussi sur l'IA, on va peut-être se faire piquer les quantiques, les acteurs quantiques. Est-ce que tu crois qu'on est capable, ou qu'il y aurait eu suffisamment de réactions dans le contexte, un choc quelque part, de se réveiller et de créer un acteur européen réaliste? Alors, bah, pour les paiements, on en a même deux, puisqu'on a European Payment Initiative d'un côté et puis Europa de l'autre. Hein, donc, en gros, on a les Français et les Allemands d'un côté et puis les Européens du Sud de l'autre. Et ça a démarré très récemment, cette affaire. Hein. Euh, ben, ça fait partie des sujets européens qui émergent depuis 2022 et sur lesquels ça avance très vite. Euh, voilà, c'est ça que je répondrai dans un premier temps. C'est-à-dire concrètement sur la question de vendre, enfin, constituer des protocoles de paiement fonctionnels et les faire accepter. Parce qu'aujourd'hui, le virement SEPA, ça marche, mais si vous allez chez un commerçant, en général, ça marche pas. Et donc le truc, c'est il faut faire accepter un protocole correspondant. Et donc ça, c'est l'objet de. Alors, vous savez, on a développé un truc avec les Allemands à travers European Payment Initiative qui s'appelle Wero en français et Vero en allemand. Et ce machin-là, c'est qu'en fait, les commerçants vous montrent un QR code et vous scannez avec votre téléphone portable et vous payez avec l'appli Vero à partir de votre téléphone portable, le commerçant. Et là, si vous faites ça, vous passez pas par Visa, et vous êtes sur une infrastructure européenne, modulo la question que pour l'instant, comme on n'a pas de cloud souverain, bah, de toute façon, on est tributaire du cloud. Enfin, de- si on veut avoir une infrastructure de paiement vraiment européenne, il faut commencer par un cloud européen. Oui, ben en fait, quelque part, ce que tu dis aussi, c'est que quand on regarde toute l'infrastructure technologique, et y compris son côté des ressources, on a des gaps, des creux à tous les étages, quoi. Donc, donc effectivement, c'est pas juste un petit truc, entre guillemets, qu'on pourrait se permettre de plugger à un endroit, il faut vraiment étirer toute la chaîne, quoi. Oui, mais bon, je pense que cette initiative Vero, elle est représentative du fait qu'on a commencé à penser à l'échelle européenne. Et ça, je crois que c'est 2022 qui a été une prise de conscience. Hein. Puis la prise de conscience s'est accélérée depuis un an, comme vous savez. Euh, on a d'abord voulu faire du friendshoring, pardon, de la relocalisation chez les alliés. Et puis là, on est en train de se rendre compte qu'il vaut mieux relocaliser à la maison. Et comme tu dis, si on veut relocaliser toute la chaîne, ça veut dire que bah, il faut trouver là où il y a des trous et puis il faut agir là-dessus, quoi. Parce qu'on ne va pas fabriquer une infrastructure de zéro.
Quels Euh, sont les décideurs de ça? Qui est-ce qui impulse ces avancées qui sont rapides après ce que vous indiquez? bah, Dans la manœuvre. alors pour Vero, donc c'est des consortiums de banquiers. Hein. Euh, pour les infrastructures type informatique en nuage, euh, c'est les opérateurs. Et alors, un des sujets, c'est que l'Union peut mettre des sous sur la table via, je sais pas quoi, enfin les initiatives, en gros les plans de relance qu'on a depuis 2014, là depuis le plan Juncker, enfin les plans de construction d'infrastructures. Mais concrètement, c'est le secteur privé qui va faire. Donc, il faut qu'il y ait des opérateurs privés avec des financements européens. Hein, et c'est là que les Américains sont. Si vous voulez, le défaut principal du modèle européen, c'est que c'est pas le profit qui est notre moteur. Et donc, euh, donc, il n'y a pas beaucoup d'aiguillons. Alors que ce qui marche dans le modèle américain, c'est que comme c'est le profit qui est le moteur, et comme il y a du profit potentiel, ben, ça va très vite. Bah Alors, ça, c'est un problème général, hein. Ça touche l'ensemble de nos activités, cette absence de financement, de capacité de financement. mais donc là, donc, il y a des fonds qui sont fléchés et il y a une prise de conscience. Voilà. Bon, après, je vais vous dire, l'Union de l'épargne et de l'investissement, ce sont les assureurs qui financent, donc c'est nous aussi. Excuse-moi, on a une question dans le chat. Pardon, pardon. Est-ce que Wero est gratuit comme virement SEPA? Oui, oui, parce que en fait, Wheros, c'est des virements SEPA. D'accord. Oui, Et, et l'idée en de. termes de sécurité? Oh, bah, alors, en termes de sécurité, donc Wheros, c'est une appli de paiement qui a pour but de concurrencer Apple Pay et Google Pay. Et au lieu de s'appuyer, et ça s'appuie sur en fait, votre compte en banque en opérant des virements SEPA, plutôt qu'en passant par les cartes de crédit, parce que si vous passez, enfin les cartes de paiement, parce que si vous passez par les cartes de paiement ou les cartes de crédit, bah, pour l'essentiel, elles sont opérées par Visa ou Mastercard dans l'Union européenne. Enfin, pas pour les paiements internes en France, mais dès que vous payez sur Internet ou dès que vous allez payer en Belgique, c'est plus le réseau carte bancaire, c'est Visa. Voilà, donc pour s'affranchir de ça, pour passer par le réseau SEPA, on tape directement sur le compte en banque. Voilà. Alors, je vais quand même y arriver. Où sont les sujets pour les assureurs? Euh, donc, alors, comme j'ai dit, bah, pas tellement, il n'y a pas tellement de sujets internes à l'Union européenne, puisque les paiements chez nous, on sait faire, merci. Enfin, surtout, on fait mieux, beaucoup mieux et moins cher que les jetons de monnaie électronique. Alors, il y a quand même deux sujets internes. Enfin, un sujet et demi. Il y en a un qui est l'assurance des prestataires de services liés aux cryptoactifs, qui, eux, vont opérer des paiements en jetons de monnaie électronique. Et en fait, ils sont des quasi. Alors, quand on est opérateur de monnaie électronique, on n'est pas opérateur de paiement. Enfin bon, ils sont quand même ils ont des risques opérationnels qui sont très proches des risques bancaires. Donc, ils ont intérêt à s'assurer. Donc, ils ont intérêt à aller voir un assureur qui vend des assurances de lignes financières. Et puis d'autant plus que maintenant, on a des prestataires de services qui sont des filiales de banques et des banques qui demandent, et des prestataires de services qui demandent leur agrément comme banque. Donc, les assureurs de lignes financières, il va falloir enfin, il faut d'ores et déjà qu'ils évaluent ce risque-là de manière spécifique et qu'ils l'isolent au sein des activités financières. Bon, donc il y a déjà un sujet pour les assureurs, même s'il n'y a pas de transaction en jetons de monnaie électronique à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a un deuxième sujet qui est les assureurs groupes internationaux. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour eux à avoir des transactions en jetons de monnaie électronique plutôt qu'à payer des commissions à leur banque? Ça, en fait, tout le sujet qui est derrière, c'est qu'est-ce que vous coûtent vos services bancaires et est-ce qu'il n'y a pas un objet de renégociation de votre contrat avec votre banque? En tout cas, là, il y a un argument pour renégocier avec sa banque ce qu'on lui paye. Voilà. Bon, ailleurs, ce qu'on a vu, c'est que dans les économies émergentes, on va avoir très vraisemblablement, alors ça va commencer, donc on l'a dit par l'Argentine, hein, mais on va avoir une augmentation de l'usage des jetons de monnaie électronique. Et donc, il faudra, à mon avis, pas très longtemps pour qu'il y ait des clients qui demandent à leur assureur de les payer en jetons de monnaie électronique. Voilà. Donc, si vous êtes un assureur qui fait des programmes internationaux, bientôt vous aurez la question. Bon, et puis, alors, il y a un dernier sujet, c'est le financement du commerce international. Quand les chaînes de blocs ont commencé, on a dit, ah bah ouais, 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 bien sûr, il y a un truc, c'est quand même toute la trade finance, pardon, tout le financement commercial.
y compris même le crédit documentaire. Ça, on peut faire ça avec des jeux, avec des automates. Bon, et puis en fait, le truc, ça n'a pas fonctionné. En particulier, ça n'a pas fonctionné parce que, évidemment, les banques ont essayé de garder ce truc-là. Mais à partir du moment où on peut effectuer les paiements, et surtout à partir du moment où c'est le client qui vous le demande, il y a quand même un sujet pour tous les assureurs qui font de l'assurance de financement commercial, de est-ce qu'on n'essaye pas d'intégrer le crédit documentaire dans les activités. Pierre Bon, Charles, oui. on a une autre question de Oui, Jean-Michel dans le chat sur oui. la question de la valorisation, sujet des actuaires qui peut fonder derrière la comptabilisation. Est-ce que c'est un autre sujet? Est-ce que pour les assureurs, est-ce que tu le traites à un autre endroit? Est-ce que Oui, oui, je vais en parler. Là, je parle des risques et je parle de valo. Alors, là, je vais parler de comptabilité parce qu'il y a un enjeu de comptabilité, en fait. Et après, de valo. Euh, alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit jetons de monnaie électronique, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Parce que la complexité des jetons de monnaie électronique, c'est que, en particulier, on n'a pas dit comment est-ce qu'on les mettait en œuvre. Je m'explique. En fait, il y a des options différentes de mise en œuvre. Vous pouvez utiliser des jetons de monnaie électronique régulés, par exemple les jetons de Circle dont j'ai parlé, et les utiliser avec un prestataire de services lié au cryptoactif qui est lui-même régulé. Alors, ça simplifie pas mal de choses, en particulier parce que du point de vue comptable, du point de vue réglementaire, lui, il est soumis à des obligations de déclaration et des obligations anti-blanchiment, et donc pour prouver l'origine des fonds, ce sera plus simple. Mais concrètement, vous allez avoir des frais qui seront peut-être pas très différents des frais bancaires. Vous pouvez aussi décider d'utiliser des jetons de monnaie électronique qui ne sont pas régulés, par exemple Tether. Alors, bien que Tether ait annoncé une offre régulée, mais enfin pour l'instant, le principal jeton, il n'est pas régulé. Et vous pouvez l'utiliser avec des prestataires de services qui ne sont pas des prestataires agréés dans l'Union, mais des prestataires de services locaux pour vos clients. tu as Si le vous avez des... droit, ça, hein. Comment? Ça m'étonne, hein. Enfin, non, j'en doute pas, mais au sens, pour moi, à partir du moment où tu n'étais pas régulé, tu pouvais plus t'amuser à le faire. Ou alors ça allait prochainement te dire, ben non, vous n'avez plus le droit de l'utiliser. Oui, mais je peux me tromper, hein. Tu parles des jetons ou des prestataires? Des prestataires. Quelque part, si aujourd'hui, dans le contexte de lutte, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais de lutte anti-blanchiment, en fraude, etc., tu dis, bah, t'es pas régulé, est-ce que je m'amuse à jouer avec eux? Alors, entendons-nous, mais c'est là que les choses, c'est là que les choses sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Évidemment, si tu travailles avec si toi tu travailles avec un prestataire de services sur cryptoactifs dans l'Union, enfin, si toi tu achètes des jetons, tu vas travailler avec un prestataire régulé. Mais tu as un client en Argentine qui veut te payer en crypto, enfin en jetons de monnaie électronique. Lui, ces jetons, il va les acheter auprès d'un prestataire qui n'est pas régulé. Et donc, de fait, tous les machins de due diligence, pardon, d'obligation de vigilance sur l'origine des fonds, bah, il ne les exercera pas comme un prestataire régulé de l'Union européenne. Donc, de fait, tu as un problème d'origine des fonds. Voilà, c'est pour dire, ça reste des jetons de monnaie électronique, mais c'est pas la même mise en œuvre. Bon, alors, on peut aussi faire du Tether sur des plateformes de finances décentralisées. Et alors là, ça ajoute une couche de difficulté. Et puis, pourquoi pas aussi le fait que, comme on n'a pas envie de se taper le risque opérationnel de Tether, on se dit qu'on va co-administrer un jeton qu'on va créer avec le client. Après tout, ça ne coûte pas grand-chose de créer un jeton sur une chaîne d'infrastructure. Ou pourquoi pas, l'assureur se met à proposer son propre jeton à ses clients. Bon, alors vous voyez bien qu'en fait, le truc, c'est que quand on dit qu'on va payer en jeton de monnaie électronique, on n'a rien dit. Parce on a pris, on a pris Il existe des assureurs dans le monde qui ont créé leur propre jeton. pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, mais il y a déjà des entreprises multinationales qui ont créé leur propre jeton pour faire des paiements entre entités du groupe, pour économiser sur les virements internationaux. Donc, alors, les coûts ne sont pas les mêmes, les obligations réglementaires ne sont pas les mêmes. Et donc, je dois encore passer par là avant d'arriver à la valorisation, puisque pour valoriser, il faut qu'on ait quand même fait l'inventaire des coûts. Donc, on va commencer par les coûts, si vous voulez bien. Euh, donc, pour les particuliers, on avait dit il y a un coût de l'option cachée. Typiquement, quand on a des cryptos qui ne sont pas à parité, comme le Bitcoin. Bon, là, normalement, avec les jetons de monnaie électronique, comme ils sont à parité, il y a pas de coût de l'option cachée. Pour les particuliers, on a un machin auquel on ne fait pas attention, mais qui est le coût du renoncement à l'option préférée.
Hum. Parce que typiquement, c'est un truc fascinant, mais les gens qui payent avec Apple Pay, au lieu de payer avec leur carte bancaire, c'est quand même dingue. Parce que c'est vraiment la flemme absolue de payer par Apple Pay plutôt que de payer par la carte bancaire. N'empêche que Apple fait beaucoup d'argent comme ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer Wiro, qui n'est pas seulement une opération d'indépendance stratégique, enfin, d'autonomie stratégique, c'est aussi parce que les banques se disent qu'elles donnent quand même beaucoup à Apple. Bon, ça, c'est en principe un problème qui n'existe pas en entreprise, puisque en entreprise, on peut décider de quelle option de paiement on va prendre. Bon, mais en plus de ces coûts-là, on a un coût actuariel de l'exécution défectueuse du paiement. Ça, sur des jetons de monnaie électronique, ce sera beaucoup plus important qu'avec du SEPA, avec du virement SEPA. On a un coût d'accès ultérieur au réseau principal. Vous faites un paiement, enfin, vous vous faites payer en jetons de monnaie électronique, vous récupérez vos jetons de monnaie électronique. Comment est-ce que vous les remettez dans votre banque? Bah, ça dépend auprès de qui vous les avez récupérés, mais de toute façon, il faudra faire la preuve de l'origine des fonds. Selon que ça vient d'une plateforme décentralisée ou que ça vient d'un prestataire de services sur cryptoactifs, qu'il est régulé ou pas, etc., ce ne sera pas les mêmes coûts de réentrer dans le réseau. Croyez-moi, les banques, elles vont tenter de maximiser ce coût-là. Et donc, le problème ne va pas tant être un problème réglementaire qu'un problème d'instrumentalisation de la réglementation par les banques. Bon. Alors, pour les banques assureurs, ce n'est pas un problème. Mais pour les assureurs pas banques assureurs, ça peut en être un. Si maintenant on regarde les utilisateurs en entreprise, ils vont avoir les mêmes coûts, sauf le coût du renoncement à l'option préférée. Mais en plus, ils vont avoir des coûts de conformité. Coûts de conformité comptable. C'est quoi la piste d'audit pour des paiements en jetons de monnaie électronique? Bah, ça dépend de l'option que vous avez retenue pour vos paiements en jetons de monnaie électronique. Si vous passez par un prestataire de services liés aux cryptoactifs régulés de l'Union européenne, il n'y a pas de problème, puisque en fait, il a une obligation de lutte contre le blanchiment. Donc, concrètement, ça rentre à la fois en termes de prudence, enfin pardon, à la fois en termes de lutte contre le blanchiment et en termes de conformité comptable, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre en place votre propre chaîne de blocs ou pardon, votre propre jeton, alors les cabinets du Big Four, ils disent qu'ils savent faire, et ils sont les seuls pour l'instant à le dire, mais c'est un peu plus cher. Donc de fait, vous récupérez une espèce de coût fixe, alors que vous allez économiser sur chacun des paiements. En fait, concrètement, dans la mise en œuvre des jetons de monnaie électronique, il y a plein d'options, mais le problème, c'est que tout ce que vous économisez sur chacun des paiements, ça va être compensé par des coûts fixes qui sont assez complexes. Voilà. Puis il y a des coûts prudentiels, parce que les IOPA a annoncé, enfin les IOPA, vous savez, ils ont fait un papier le 27 mars sur comment dire, le traitement prudentiel des cryptos, en expliquant qu'il y avait quatre options pour eux et que leur option préférée, c'était les cryptos sont à 100% de SCR. Enfin à 100% de charge en capital. Euh, pour les cryptos qui sont détenus comme des actifs, évidemment, c'est un problème. Si vous avez votre propre jeton de paiement, comme vous les créez à la demande, ça ne tiendra pas beaucoup de place dans le bilan. Donc, c'est pas en termes de capitaux réglementaires que ça va être un problème. C'est surtout en termes de qu'est-ce que le régulateur va accepter. Bon, ça, je ne peux pas vous le dire. Et puis alors après, il y a toute une série de risques opérationnels. Et là, ils vont dépendre de la contrepartie. C'est-à-dire que selon que votre contrepartie, c'est un prestataire de services sur cryptoactifs qui est régulé dans l'Union européenne, qui est assuré par un grand assureur de la place, bah, vous n'avez pratiquement pas de risque de contrepartie. Vous faites de la finance décentralisée. Là, c'est une autre paire de manches. Parce que le risque opérationnel lié à la finance décentralisée, on ne sait pas quelle est la sécurité des plateformes, on ne sait pas quel est le risque d'attaque sur les plateformes, etc. Bon, voilà. Donc on voit quand même qu'on a une gamme d'options et que bah, le problème, c'est qu'il faut chiffrer chacune de ces options. Et pour l'instant, il n'y a même pas de cas d'usage de la première, c'est-à-dire de l'assureur qui, effectivement, paierait en jetant de monnaie électronique. Néanmoins, il y a l'idée que ça va aller vite dans certains pays, parce que c'est l'option préférée des Américains. Alors, je viens de parler de défi. C'est quoi cette affaire de défi? C'est que la première utilisation des jetons de monnaie électronique, c'est qu'ils permettent d'utiliser les plateformes de finances décentralisées. Qu'est-ce que c'est les plateformes de finances décentralisées? C'est des automates, donc des smart contracts, que vous utilisez pour échanger des jetons les uns contre les autres. Donc vous avez En gros, vous voulez échanger vos bitcoins contre des dollars, bah, vous ne pouvez pas, puisque les dollars, vous ne pouvez pas les utiliser sur des plateformes défi. Donc, vous prenez des jetons de monnaie électronique en dollars. Mais ça vaut y compris pour les actifs financiers traditionnels qui sont titrisés en jetons. Par exemple, le Spyco qui fait de la pub dans le métro en ce moment, vous pouvez y accéder sur des plateformes décentralisées. Ça veut dire qu'il vous faut
des jetons de monnaie électronique. Et à ce moment-là, vous pouvez négocier vos parts de SPICO, qui sont titrisées en jetons, comme vous voulez, tout seul, sans avoir besoin de personne. Là encore, pour garder la piste d'audit, vaut mieux avoir un bon comptable. Oui. Il y avait deux questions. Une qui est Oui. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce qu'il y a des noms d'entreprises multinationales qui ont des jetons intra-groupes? Oui. Est-ce que tu as Klarna- des noms ou c'est pas que c'est off ou... Non, non, c'est pas off. Alors, la dernière annonce que j'ai en tête, c'est Klarna. Klarna, c'est une boîte qui fait du buy now, pay later, comme est-ce qu'on dit en français? Euh, Du Microcrédit crédit. instantané, un truc comme ça. D'accord, ok. Et donc, eux, c'est une boîte suédoise, hein, je crois, et ils sont très actifs aux États-Unis. Et donc, ils ont un vrai sujet d'optimisation fiscale. Voilà. Et j'en Donc, avais une deuxième, pardon, qui est par rapport à ce que de voir des pubs dans le métro. Est-ce que tu n'as quand même pas une question d'acceptabilité, d'adoption, enfin le frein de la nouveauté et des risques, indépendamment de la solidité intrinsèque, technique, le fait que j'ai pas envie de mettre le doigt dans un engrenage dans lequel je ne sais pas où je vais, quoi. non, mais là, c'est une très bonne question. Enfin, ça me paraît être une question tout à fait légitime, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, dans l'Union européenne, il n'y a pas d'avantage des jetons de monnaie électronique. Donc, tout le reste, ça a un aspect un peu gadget, parce que concrètement, cette titrisation-là, ça va certainement restructurer tout l'aval, enfin, tout le post-marché, c'est-à-dire toute la chaîne règlement, livraison, conservation de titres. Mais, mais concrètement, les gains en termes de coûts de transaction vont être minimes. Et donc, pour un assureur qui a déjà des mandats de gestion, se dire ouais, ouais, on va passer sur Spyco, oui, en l'an 2050 peut-être, mais enfin, ça ne paraît pas prioritaire, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on. je- c'est pour ça que j'ai présenté le truc en disant c'est les clients qui vont vous le demander. Parce que de fait, pour moi, c'est ça le cas d'usage, enfin, le moteur principal pour les assureurs, c'est que c'est les clients qui vont vous le demander. Soit les clients des lignes financières qui vont vous dire, je suis prestataire de services sur cryptoactifs, je veux assurer, je veux une assurance pour mes activités, pour mes opérations. Soit des clients qui vous disent, je veux des programmes internationaux dans des pays où je dois faire des paiements en jetons de monnaie électronique. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Et donc, de fait, les cas d'usage, pas pour des boîtes multinationales, ils existent. Alors, bon, ça paraît un peu osé de valoriser quoi que ce soit, compte tenu de l'incertitude sur, à la fois sur l'acceptabilité par les clients finaux, l'acceptabilité par le régulateur, et le choix d'une option technique déterminée dans la gamme que je vous ai proposée. Néanmoins, je voudrais quand même indiquer des principes, parce que j'avais dit ma typologie, elle permet de valoriser ce qu'on veut. Voilà. Pour les jetons spéculatifs, je vais quand même le dire, hein, il y a des choses dont la valeur ne dépend que de leur rareté. Nul travail ne pouvant en augmenter la quantité, leur valeur ne peut baisser par la suite d'une plus grande abondance. Tels sont les tableaux précieux, les statues, les livres et les médailles rares, etc. Cette valeur dépend uniquement de la fortune, des goûts et du caprice de ceux qui ont envie de posséder de tels objets. C'était Ricardo. Donc, j'en parle pas parce que c'est une question qui est réglée depuis 2 siècles. Florence. Une question un peu idiote. L'argument selon lequel Bitcoin ou les cryptos sont en quantité, enfin Bitcoin est en quantité limitée et donc c'est l'une des raisons de sa valorisation. Mais dans la mesure où on fait autant de divisions de Bitcoin qu'on veut, en quoi c'est un argument? Alors, on n'en fait pas tout à fait autant qu'on veut, hein. On s'est limité à 10 puissance 8. Enfin, On fait des bitcoins, mais des fractions de bitcoin, il y en a autant qu'on veut. Et non, on non. ne fait pas des transactions en bitcoin, on fait des transactions en morceaux de bitcoin. Oui, bien sûr. Mais alors, il y en a pas tant que ça, en fait, des subdivisions, hein, on peut subdiviser un Bitcoin qu'en 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de Satoshi. Et en fait, si on rapporte le Bitcoin au PIB mondial, on se rend compte que, comment dire, ça fait une division qui est, enfin, c'est pas très granulaire, voilà. Hmm. Il y a pas beaucoup de subdivisions du Bitcoin pour pouvoir effectuer toutes les transactions qui correspondraient aux transactions sur le PIB mondial. Bon, et de toute façon, il y a tous les problèmes qu'on a déjà évoqués. Mais ça me fait Nicolas. penser à un Oui. truc. Est-ce que tu as pas du shadow
paiement en disant bah, je suis dans la mafia internationale et je crée mon jeton, mais Shadow, Bah, bien pour sûr. échanger. Et donc, en fait, on ne voit qu'une partie. Alors, c'est pas la peine d'être dans la mafia parce que Tether fait ça très bien. Hein. Un des gros sujets avec Tether, c'est que c'est eux qui font les paiements du Hezbollah. Ça, c'est complètement avéré. Donc le Hezbollah, c'est pas la mafia, mais disons qu'ils sont pas visiblement pas du bon côté de la réglementation, quoi. Et donc Tether, qui a pignon sur rue, alors, qui a un statut très compliqué aux États-Unis, mais en tout cas qui a l'amitié du président des États-Unis, ils opèrent des millions de virements pour le Hezbollah, tout le monde le sait, et ça pose de problème à personne, visiblement. Enfin, sauf aux Israéliens, mais on comprend pourquoi. Alors, donc, Bitcoin, pour moi, comme je me réfugie derrière la vie de Ricardo, hein, leur valeur dépend uniquement de la fortune, des goûts et du caprice de ceux qui ont envie de posséder de tels objets. Alors après, on peut faire des super modèles de valorisation avec du brownien fractionnaire, etc. Mais fondamentalement, c'est les goûts, les caprices et le truc. Donc, voilà. Alors, la valeur des jetons de titrisation d'actifs, dont les stablecoins, bah, ce qu'on voit, c'est que le principe de transparence, c'est qu'en principe, le jeton, il vaut ce qu'il y a comme actif dans le jeton. Parce que le jeton, c'est un SPV, pardon, c'est un véhicule de titrisation. Et donc, la valeur du véhicule de titrisation, bah, c'est la valeur de l'actif qui est dans le véhicule. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme actif? Bah, il y a la partie du bilan qui correspond au jeton. Et donc, pour des jetons de monnaie électronique, alors, en Europe, comme aux États-Unis, il y a des obligations réglementaires de mettre des actifs liquides et sûrs, donc fondamentalement des bons du trésor et puis du papier très court terme, triple A. Donc ça, c'est pas compliqué à valoriser en soi. D'autant plus que dans le cas de la réglementation, du règlement MiCA comme de la réglementation américaine, il y a des audits biannuels qui sont obligatoires. Bon, et puis des audits par des boîtes sérieuses, d'accord? Donc normalement, on voit à peu près de quoi on parle. Pour d'autres supports, l'idée est le même, mais la question justement, c'est la question de la fiabilité et de la confiance. Et ça, ça fait partie des risques. Bon, alors, si on regarde le cas des NFT, par exemple, hein, des non-fungible tokens, enfin des jetons qui ont servi de droit de propriété des œuvres d'art, il y a eu énormément d'arnaques dans ce domaine. Et donc, il y a un sujet de confiance. Et ce qui fait que les NFT qu'on avait présentés comme le moyen de disrupter le marché de l'art, ça fait que les NFT de confiance, vous les achetez chez Christie's et chez Sotheby's. Donc, c'est pas exactement une disruption. Ou chez Art Basel, enfin bref, mais en gros, chez les gens en qui vous avez confiance. Euh, bon, donc, on voit que concrètement, les jetons de titrisation, la valeur, c'est la valeur de l'actif sous-jacent, modulo les risques. Éventuellement, il peut y avoir une prime de liquidité, mais tout ça, pour l'instant, il n'y a pas de benchmark, il n'y a pas de méthodologie pour mesurer, etc. Les jetons d'infrastructure, la valorisation de ce truc-là, euh, normalement, la valeur d'un Ether, c'est que ça vous donne accès à de la puissance de calcul. Et donc, il faudrait rapporter le prix du jeton au service que ça vous permet de rendre, en comparant avec un service cloud, pardon, un service d'informatique en nuage comparable. Bon, quand on voit la volatilité des jetons d'infrastructure, on se dit que on a un peu du mal pour l'instant à évaluer. D'autant plus que le problème, c'est que concrètement, ces jetons, à la fois, ils servent à payer le service, et comme on l'a vu, ils servent dans le processus de validation, et ils permettent de récupérer donc des jetons dans le processus de staking, là, de création de nouveaux jetons. Donc, de fait, c'est à la fois des jetons qui payent le service, des jetons qui rendent un service, et éventuellement des jetons de gouvernance. Euh, Ça risque d'être volatile pendant un certain temps, hein. Naturellement, les marchés sont efficients, mais euh, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'ils aient complètement atteint une valorisation précise. Voilà. D'autant plus que fondamentalement, les services offerts par les chaînes d'infrastructure, bah, tout ce qu'on voit utiliser comme service, c'est l'instanciation des jetons, en particulier des jetons de titrisation. Mais en principe, le langage de programmation Turing complet et la machine virtuelle des chaînes d'infrastructure, elle permettrait d'instancier n'importe quel service en nuage.
avec des particularités qui sont que, puisque c'est décentralisé, c'est plus résistant aux cyberattaques qu'un service centralisé. Puisque c'est structuré de la manière dont c'est structuré. Vas-y, Nicolas. Oui, je rebondis avec une question du Hugo dans le chat sur quand Satoshi a créé le Bitcoin, potentiellement il n'avait pas forcément anticipé la puissance de calcul. Quand on va passer au quantique, euh, est-ce que ça pourrait faciliter une chaîne secondaire frauduleuse? Est-ce que ça peut accélérer un Bitcoin, un minage? Est-ce que ça peut accélérer les cyberattaques? Alors, sur le quantique et le Bitcoin, ça a fait couler pas mal d'encre. Le problème essentiel de Bitcoin sur le quantique, c'était que l'algorithme qui permettait de générer les clés était en fait craquable par un ordinateur quantique, c'est-à-dire que les clés privées qui ont été émises avant je ne sais plus quand peuvent être déduites des clés publiques par un ordinateur quantique. C'est ça le problème essentiel. Donc en gros, les gars qui n'ont pas changé leurs clés depuis 1 million d'années, ils peuvent avoir des problèmes. Pour le reste, on verra si Bitcoin existe encore quand les ordinateurs quantiques existeront. Hein. Enfin, j'entends, quand on aura autre chose que des démonstrateurs qui sont essentiellement du code. Et donc, quand les ordinateurs quantiques auront des performances qui leur permettront de faire la différence avec les machines actuelles. En revanche, les ordinateurs quantiques, euh, ils n'ont pas d'interaction particulière avec les chaînes à preuve par l'enjeu, enfin pas d'interaction avérée, et donc ils ne devraient pas changer le fonctionnement des jetons de monnaie électronique. Bon, donc valoriser ces machins-là, manifestement, on peut faire semblant, mais personne ne sait faire. Alors, je vais peut-être conclure. Euh, bon, vous avez bien compris que, en gros, tout dépend des options techniques qui sont retenues. Mais si on devait conclure en 3 points, ce qu'il faut surveiller en 2026-2027, c'est pour les assureurs internationaux, c'est est-ce que vos clients ont une demande pour les jetons de monnaie électronique. Peut-être que ça vaut le coup de former vos agents. Euh, Peut-être que ça vaut le coup en fait de former ceux qui sont vos interfaces avec les clients pour écouter ce dont les clients ont besoin. Oui. Je crois qu'il y a des projets potentiellement, alors, encore entre paiement jetons de Walmart ou d'Amazon. Est-ce que pour toi, si jamais ils s'amusent, ils vont le faire s'auto-assurer ou est-ce qu'ils vont faire appel à des assureurs? Euh, Très bonne question. À mon avis, ils vont s'assurer aux États-Unis, au moins partiellement. Ils vont quand même, enfin, ils vont quand même chercher une assurance, même s'ils ont une grosse franchise. Ne serait-ce que pour avoir les services ne serait-ce que pour avoir l'expertise d'un réassureur. Il y a une question intéressante d'Isabelle. La valeur du temps est-elle rémunérée par l'émetteur? Il me semble que la Chine a déclaré créer un yuan numérique avec un taux de rémunération. Alors, ouais, c'est vrai, pardon, c'est un truc dont j'ai pas du tout parlé, mais c'est vrai que c'est l'énorme sujet le projet de loi américain est bloqué parce que la bagarre entre les banquiers et les parties prenantes aux jetons de monnaie électronique, c'est sur la question de la rémunération du temps. Donc, on a interdit aux émetteurs de jetons de monnaie électronique de rémunérer les titulaires de jetons. Ça, c'est ce que les banquiers ont réussi à obtenir. En revanche, là, le sujet, c'est est-ce qu'on interdit aux prestataires, donc aux dépositaires. Et évidemment, les dépositaires ont envie de rémunérer. Et évidemment, s'ils le font, ça va quand même déplacer beaucoup d'argent aux États-Unis. Et ça va poser ça pourrait poser un problème aux banques commerciales. Voilà, donc oui, il y a un sujet. Euh, il me semble que la première opportunité pour les assureurs, c'est pas tant de développer une offre que de renégocier avec la banque Oui, oui, vous l'avez montré très bien tout à l'heure. type du contrat. Voilà. Hmm. Alors, l'article du FT, pardon, c'est Richard qui nous parlait d'un article du FT. J'ai pas vu. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Je suis pas. Et Stéphane a une question sur si les tokens sont adossés sur des obligations d'État, la rémunération est proche de celle des obligations, point d'interrogation. Oui, bien. Bah, en revanche, effectivement, si on titrise en jetons des. Titriser en jetons, concrètement, votre jeton, c'est un SPV.
Donc, ça dépend de la manière dont vous écrivez le contrat, mais en particulier l'automate. Mais oui, pourquoi pas. Et alors, on peut titriser le coupon aussi, hein. Et on aura réinventé ce que faisaient les Génois au XIIIe siècle avec leur lyre de Pag, où en fait la circulation monétaire à Gênes, c'était les intérêts des emprunts d'État. Bah, c'est un peu comme les contrats d'assurance vie il y a plusieurs décennies où tu devais découper Oui, ton truc pour aller on le chercher récupère. et avoir de l'argent. Oui, enfin, là, la différence, c'est que le coût de transaction a quand même pas mal baissé. Alors, pour le client individuel, pas tant que ça, mais pour les institutionnels, ça devient plus intéressant. Après, tu as quand même les questions aussi qu'on n'a pas abordées de le coût pour la planète, etc. Même s'il y a le côté frugal et autres, hein, mais Alors, non, mais de toute façon, j'ai pas du tout parlé de Bitcoin et des chaînes à preuve de travail. Enfin, j'en ai très peu parlé. euh, En revanche, alors, c'est vrai que ça fait partie des questions sur les chaînes d'infrastructure, leur efficience énergétique. Euh, mais, et de toute façon, ça fait partie. En gros, les sujets de valorisation sur les chaînes d'infrastructure, on patauge. On patauge pourquoi? Parce que il y a tellement de circulation d'argent dans dans l'univers des jetons qui sont émis que pour l'instant, les modèles économiques sont financés par tout un tas de ressources adventices. Donc on n'est pas du tout en régime de croisière. Et donc on n'y voit pas clair. en tout cas, merci pour ton éclairage, pour rebondir sur ça. Et même si nous n'avons pas de boule de cristal, je trouve que ça permet de bien voir un autre angle, quelque chose qui est quand même un peu obscur d'une fenêtre. Et on voit bien que ça bouge, à la fois pour des questions technologiques, des questions modèles économiques, des questions géopolitiques, au-delà du rationnel. Est-ce que j'ai envie de m'en servir comme un instrument de puissance? Donc, merci à toutes et à tous pour vos questions. Euh, Est-ce que Pierre-Charles, tu as envie de dire un mot pour un mot de la fin? Oui, oui, je cherche des profs. Pardon. Ah, Mais merci. et seront-ils payés en jetons? Eh bien, écoutez, un grand merci à toutes et à tous. Et merci. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Charles, et très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.